Donc, encore une fois, comme je disais, OK. Donc, encore une fois, comme je disais, je sais pas pourquoi je chat. OK, il n'y a pas de question. Donc, encore une fois, comme je disais, pour l'examen final, je vais tenir compte de la difficulté. Donc, c'est pas la peine de me répéter à chaque fois que c'est difficile, oui, je sais, mais je vais tenir compte de ça lorsque je vais préparer l'examen. Je sais ça. Je sais que vous n'avez pas accès. Enfin, je sais que c'est difficile en cette période, donc je vais tenir compte lorsque je vais préparer l'examen. Donc, c'est pas la peine de me le rappeler tout le temps. On remet l'examen sur GitLab. Non, l'examen, ça sera sur Moodle. Je vais vous expliquer ça lundi prochain. Je vais vous expliquer la procédure. L'examen va se faire sur Moodle. Puis, encore une fois, vous aurez ben, ça dépend de vous. Je peux vous laisser 48 heures. Mais lorsque vous allez commencer, vous aurez un temps restreint pour le faire. Puis, vous pourrez le faire à n'importe quel moment de la journée. Mais une fois que vous avez lancé, le chronomètre va être activé. Puis, vous pourrez décider à quel moment le faire. On peut appuyer sur pause. Je pense pas. Je pense pas que vous pourrez stopper puis revenir. Ça m'étonnerait. Parce que là, ce serait, je lis l'exercice, puis je mets sur pause, je m'en vais chercher la solution, puis je reviens mettre play, puis je reprends. Donc, ça m'étonnerait que vous puissiez faire ça. OK. On passe au prochain, à l'examen de Alexandre. Puis, oui. Donc, vous voyez que c'est vraiment le même style. On va vous donner un code, puis on va vous donner un but. L'idée, c'est de pouvoir écrire la réponse du but. Bien sûr, sachez que pour vous, en fait, c'est un conseil pendant l'examen. Si vous prenez, si vous, je- ben, l'examen sera composé de telle sorte que vous ne pourrez pas copier-coller parce que sinon, ce serait trop facile. Donc, quand je vais vous donner un code, le temps que vous aurez à le saisir puis à exécuter pour voir le résultat, ben, ça vous prendra beaucoup plus de temps que si vous avez lu puis réfléchi et trouvé la réponse vous-même. Donc, c'est juste une parenthèse. Et, mais bien sûr, vous avez accès à Internet, vous avez accès à tout. Vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez sur Internet lorsque vous faites l'examen. J'ai aucun moyen de vous surveiller là-dessus de toutes les façons. OK, on fait rapidement cet examen. Il est un peu plus facile que l'autre. Donc ici, on demande de considérer le prédicat suivant. Euh, donc, on a liste enfin, LIS, qui est un prédicat qui prend une liste vide et qui ne retourne rien. Donc, si la liste est vide, il va retourner true. Si la liste a au moins un élément, il va retourner true. Par contre, si la liste contient au moins deux éléments, ben, à ce moment, ce qu'il va faire, c'est s'assurer que le premier élément est plus petit que le deuxième. Ça, c'est l'opérateur de comparaison des structures. Donc, ça veut dire que je peux comparer à la fois les nombres, les prédicats, les atomes. Je peux comparer n'importe quelle structure avec le arrobase puis le signe. On l'avait vu en cours pendant la séance 9, je pense. Donc, ici, on va prendre le premier puis le deuxième élément de la liste, puis s'assurer que le premier est inférieur au deuxième. Puis si c'est le cas, on va continuer la récursion. Donc là, on nous demande quel serait le résultat de la liste A, B, C, B, A. Donc, lorsque je prends la liste A, B, C, B, A, ben c'est simple de comprendre que ce code-là, ce qu'il fait, c'est s'assurer que la liste est triée. Parce qu'on va s'assurer que le premier élément est plus petit que le deuxième. Ensuite, je vais prendre le deuxième élément, m'assurer que c'est plus petit que le troisième. Ensuite, prendre le troisième élément, m'assurer que c'est plus petit que le quatrième, etc. Donc là, c'est une fonction qui va juste trier notre liste ici. Donc, ce qu'on s'attend comme résultat ici, c'est la liste A, B, C, ABC. En fait, ABC, non, donc en fait, si je prends AB, ben, ça va retourner false en fait. L'image est un peu petite. OK, je vais zoomer. Est-ce que là, c'est beau? OK. Donc, ce que je disais, c'est que
le prédicat va s'assurer que la liste passée en paramètres est une liste triée. Il va s'assurer que le premier élément est plus petit que le deuxième élément. Ça, c'est oui. Ensuite, le deuxième élément est plus petit que le troisième. Ça, c'est oui. Le troisième élément est plus petit que le quatrième. Non, parce que C est plus grand que B en utilisant cette comparaison-là. Donc, du coup, le résultat qu'on attend ici, c'est un false. Et on nous demande de proposer un nom plus significatif que LIS. Donc, en fait, c'est une liste, c'est un prédicat qui va prendre une liste et la trier du plus petit au plus grand. Enfin, vérifier que la liste est triée du plus petit au plus grand. Donc, ça, c'est la réponse du deuxième. J'espère que ça, au moins, c'est facile. Puis, pour ce qui est de la prochaine question, on demande de considérer le prédicat RCD défini comme suit. Donc, on a c'est un prédicat qui prend deux éléments, donc deux listes. Si les deux listes sont vides, alors on retourne true. Si la liste a un seul élément, alors on retourne sur cette même liste-là. Par contre, si la liste a au moins deux éléments, ce qu'on va faire, c'est s'assurer que le premier élément est égal au deuxième élément. Si c'est le cas, on va ignorer un des éléments puis continuer avec l'autre. Par contre, si les deux éléments sont différents, comme dans le dernier cas ici, à ce moment, on peut rajouter le X dans la liste de résultats, puis continuer avec le Y. En fait, ça ressemble à une fonction qu'on a déjà vue en cours. C'est une fonction qui va supprimer les éléments successifs. Donc, par exemple, ici, on aura B, A, C, A, mais ce qu'il va faire, c'est supprimer le deuxième A, parce que lorsque A sera égal à A dans ce cas-ci, dans la troisième ligne, il va ignorer un des A, puis continuer avec l'autre. Il ne va pas l'accumuler dans le résultat. Donc ça, on l'a déjà vu en cours. C'est une fonction qui va simplement enlever les doublons successifs. Donc, par exemple, là, j'ai A puis A qui se suivent. Donc, ce qu'il va faire, c'est supprimer le premier A puis laisser le deuxième. La même chose pour B. Il va supprimer le premier B et laisser le deuxième. Donc, en gros, si on veut donner un nom plus significatif, en fait, c'est un prédicat qui va supprimer les doublons consécutifs. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, il va supprimer tous les doublons qui sont consécutifs. Ça, c'est un exercice de l'atelier. Donc, ça, c'est pour le premier exercice. Puis, pour ce qui est du deuxième, il n'y a pas de question? Non. OK. Pour ce qui est du deuxième, de la deuxième question, c'est la même chose que dans le premier examen encore, où on nous donne un ensemble de codes. Puis, l'idée, c'est de pouvoir faire la trace ou encore répondre au but demandé. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est aller directement lire le but, puis revenir lire les prédicats qui sont déclarés. Le premier but qu'on nous demande de résoudre, c'est EN 4A. Si on revient dans le prédicat EN nous dit que si l'entier passé en paramètre dans le premier argument est 0 et que le deuxième paramètre est une liste vide, alors on retourne true. Si le premier argument n'est pas 0, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se construire une liste qui contient des S, parce que ça, c'est un opérateur de construction ou de concaténation. Donc, le prédicat va construire une liste qui contient des S. Et comment est-ce qu'il construit ces listes-là? Il va ajouter S à la liste de résultats tant et aussi longtemps que le X, tant et aussi longtemps qu'on décrémente le X. Ça veut dire que pour chacune des valeurs de X, je vais ajouter S dans ma liste résultat. Du coup, si X est égal à 4, je vais me créer une liste contenant S 4 fois. Si X est égal à 3, je vais me créer une liste contenant S 3 fois. Donc, ceci est fait parce que pour chaque itération, on va décrémenter X, ajouter S dans la liste résultante, puis aller de façon récursive chercher le prochain résultat pour le X-1. Donc, je calcule le S, j'ajoute S dans ma liste résultat. Ensuite, je décrémente X
et je refais la même chose. Donc, je dois le faire jusqu'à ce que mon X devienne 0 et là, je retourne la liste vide. Aussi simple que ça. Donc, ça va retourner une liste contenant S 4 fois. Donc, le résultat sera une liste contenant S 4 fois. Comment c'est qu'il fait concaténer? C'est ça, c'est cet opérateur-là. Ça me dit simplement de rajouter S en tête de ma liste. Et le N sera construit par appel récursif. Juste une seconde, je vais un peu mettre de lumière. OK. Donc, je disais que comment est-ce qu'il sait qu'il fait concaténer? Oui, donc comme je disais, quand c'est écrit comme ceci, ça veut simplement dire que le S sera ajouté en tête de la liste et le N sera construit en utilisant le prédicat, en utilisant la récursion. Donc, en utilisant le même prédicat, je vais aller construire le reste de ma liste. Donc, je concatène S en tête, puis je continue la récursion. En gros, le résultat va être construit en ajoutant à chaque fois S en tête de liste autant de fois qu'on a de X ici. Si X égale à 3, je vais ajouter S 3 fois. Si X égale à 2, je vais ajouter S 2 fois. Si X égale à 1, je vais ajouter S une fois. Donc, le résultat qu'on attend ici, c'est une liste contenant S, 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 S 4 fois. OK, j'espère que ça répond à la question. Si on continue avec... donc, il n'y a pas de question. Si on continue avec le prochain prédicat NO, donc, ce prédicat prend une liste, puis prend un deuxième argument et ce qu'on attend comme résultat, c'est le deuxième argument. Donc, tout ce qui est majuscule, c'est ce que Prolog va essayer de résoudre, de ginifier. Il va essayer de trouver une valeur à cette variable-là. Donc, du coup, on nous demande quelle est la valeur de B ici. Donc, on va lire le prédicat no rapidement. Dans no, lorsque la liste est vide, alors on va retourner 0 dans le deuxième argument, puis s'arrêter. Par contre, si la liste contient un S en tête, alors on va aller appeler de façon récursive. On va appeler de façon récursive le nom, mais cette fois-ci en ignorant la tête de la liste. C'est-à-dire, je vais l'appeler avec le reste de la liste. Et je vais faire cet appel de façon récursive jusqu'à ce que j'obtienne une valeur. Et à cette valeur, je vais additionner la valeur que je vais trouver avec 1. Donc, en fait, c'est une récursion, on va dire, à l'envers parce que je vais d'abord faire de la récursion, trouver une valeur avant de faire l'addition. Alors qu'à l'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on va additionner, on va faire l'opération, ici la soustraction, avant de faire la récursion. Alors qu'ici, je fais la récursion avant de faire le calcul. Ça veut dire que le résultat va être empilé et c'est à la fin que le résultat va être ramassé. Le résultat final va ramasser tous les résultats intermédiaires. Donc, ici, on nous donne la liste SS et on nous demande quel sera le résultat ici. Pour ce prédicat, ça vaut la peine de faire la trace avec vous parce qu'il est intéressant. Donc, si je fais ceci, NO, et puis je demande NO de S, virgule S, puis B. En fait, encore une fois, c'est deux branches qui vont s'ouvrir et on va d'abord exécuter la première avant d'exécuter la deuxième. Est-ce que ma liste est vide? Non. Vu que la liste n'est pas vide, je ne peux pas rentrer ici, donc cette branche sera éliminée. Puis je passe à la deuxième branche qui est là. Est-ce que ma liste commence par S? Oui, c'est le cas. Donc, lui, il va me donner, en fait, ce résultat-là. Mais sauf que dans le N, j'aurai une liste contenant S, vu que c'est le reste de ma liste ici. Et mon Y sera Z plus 1. Le Z, je ne le connais pas encore. Or,
qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque je fais un nœud, à chaque fois que je fais un nœud, il y a deux branches qui s'ouvrent. Donc, la première qui est là, puis la deuxième qui est là. La première échoue parce que ma liste n'est pas vide, mais la deuxième n'échoue pas. Donc, je rentre, puis je refais le même calcul, qui est ça. Donc, no de liste vide cette fois-ci, parce que ma liste a un seul élément. Puis, y is z plus 1. Encore une fois, j'ai appelé no. Donc là, no va me créer deux branches. Puis, la première branche va réussir parce que ma liste est vide. B va retourner 0. Et ma deuxième branche va échouer. Donc, il ne va pas rentrer dans la deuxième branche, il va juste faire cette branche-là. Du coup, je remonte dans mon exécution. Donc, je viens remplacer ce qui était demandé. En fait, ici, quand je mets Z, c'est Y. Donc, je viens remplacer tout ce qui était demandé. Donc là, je remonte et je remplace 0 par le Z. Puis, on me dit que le résultat, c'est Z plus 1. Donc, Z plus 1 me donne 1. Donc, ça veut dire que no de liste S vaut 1. Je le remonte, je le remplace ici. Et là, le résultat que je cherche encore une fois, c'est Z plus 1. Or, mon Z, c'est 1. Donc, ça veut dire que le Y devient égal à 2 ici. Et le résultat que je cherche, c'est donc 2. Donc, le B qui m'est demandé dans la question, c'est égal à 2. J'espère que ça va. Donc, je ne m'arrête pas. En fait, lorsque je fais appel au prédicat, je ne retourne pas encore de résultats parce que je n'ai pas de résultats intermédiaires. Donc, à chaque fois, je vais aller calculer les résultats intermédiaires jusqu'à ce que je trouve la solution. Une fois que je trouve la solution, je remonte dans ma pile avec le résultat. Donc, je ramasse tous les résultats intermédiaires pour pouvoir calculer le résultat final. Donc, du coup, la réponse qu'on attend ici, c'est NO égale à 2. J'espère que c'est bon pour tout le monde. OK. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Pardon, j'ai une Oui, petite question par rapport oui. au premier. En fait, Le EN? oui, oui, exactement. En fait, j'ai pas encore compris comment on comprend ça en concaténé parce que vous dites c'est SN. Pour moi, S, c'est le premier élément de la liste et Oui, N, c'est la suite de la liste. oui. Comment on peut deviner qu'il fait quelque chose d'autre? En fait, vous vous souvenez en Haskell, comment on écrivait x2.xs? On faisait x2.xs. Vous vous souvenez de ces notations? Oui. Ça voulait dire que x est en tête de liste, puis xs est en queue de liste. Mais Mhm. ça voulait aussi dire que lorsque vous avez une liste quelconque YS et que vous voulez mettre quelque chose au début, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire Y2.YS. Là, vous ajoutez un élément, vous concaténez le premier élément à cette liste-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, merci, j'ai compris. Oui. Donc, c'est une façon d'ajouter cet élément à cette liste-là. OK. Donc, ça, c'était pour les prédicats EN puis NO. Je me demande si je vais terminer parce que je tenais à vous expliquer le prédicat nombre pair. Je ne sais pas combien de temps il me reste ici. En tout cas, euh, juste vous dire, pour cet examen-là, vous avez la solution sur le site de Alexandre. Donc, vous pourrez vous-même terminer l'examen. Donc, je vais vous mettre le lien de la solution ici. Donc, pour les deux examens, normalement, vous avez accès à la solution. Donc, je vais rajouter, juste après la démo, je vais vous rajouter un lien vers les solutions de ces deux examens-là. Et avant de terminer, avant de vous laisser, je vais faire un nombre pair avec vous parce qu'il y a au moins 5 personnes qui m'ont posé la question là-dessus. Et je vais vous expliquer ça rapidement. C'était le laboratoire 8. Oui, OK. Oui, merci. Donc, ça veut dire qu'il y avait plus que 5 personnes qui ne comprenaient pas ça. Donc, je vais vous expliquer rapidement le prédicat nombre pair. En fait, nombre pair, c'est un prédicat qui va générer les nombres qui sont pairs. Ça veut dire que
lorsque je vais, lui, c'est en fait un générateur, il va s'occuper uniquement de générer des variables, mais des valeurs, mais ces valeurs doivent être des valeurs paires. Déjà, avant de vous l'expliquer, je vais tester avec vous. Donc, si je prends, je fais un make. Donc, nombre pair, en fait, lorsque je vais faire nombre pair de x, qui va me donner, c'est le prochain, oui, c'est le prochain nombre pair qui existe dans l'ensemble des nombres entiers, des entiers naturels. Donc, lorsque je vais faire point virgule, il va me générer le prochain nombre pair. Ensuite, le prochain nombre pair, le prochain nombre pair. Donc, l'idée ici, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce qu'il a été implémenté. Donc, le cas de base, je sais que 0 est un nombre pair. Donc là, c'est une affirmation. Je déclare que 0 est un nombre pair. Maintenant, comment est-ce que je fais pour générer d'autres nombres pairs à partir de 0? Je sais qu'à chaque fois, je dois rajouter plus 2 pour trouver le prochain nombre pair. Donc, lorsque je suis à 0, pour avoir le prochain nombre pair, je dois faire plus 2. Si je suis à 2, pour avoir le prochain nombre pair, je dois faire plus 2, etc. Et ça, je dois le faire de façon automatique. Donc, je dois laisser Prolog le faire de façon automatique. Donc, pour définir le prochain nombre pair avec 0, je sais qu'au départ, il faut savoir que je n'ai pas accès à aucun nombre. Donc, je dois le générer à partir de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est 0. Parce que je sais que je commence à générer mes nombres pairs à partir de 0. Et comment est-ce que je spécifie cela à Prolog? C'est que je vais lui dire nombre pair, peu importe le nombre pair qu'on te demande, x, le nombre pair que tu dois être généré à partir de 0. Et comment est-ce que je m'en vais chercher 0? Je m'en vais chercher 0 en utilisant nombre pair x quelque chose. Parce que je sais que quand je veux faire nombre pair de x, il va me créer deux branches. Et dans la première branche, il va me trouver 0, le 0 que je cherche. Et c'est à partir de ce 0 que je vais ajouter plus 2. Je prends un exemple. Si je fais nombre pair de x, on va faire la trace ensemble. J'aurai deux branches qui vont se générer. Ces deux branches-là, j'aurai... Donc, lorsque je fais nombre pair dans le l'invite de commande, j'ai deux branches qui se génèrent. La première qui est celle-ci, puis la deuxième qui est celle-ci. Donc, lorsque l'utilisateur fait nombre x, on constate que le premier résultat qui s'affiche, c'est bien 0. Mon 0 qui est là parce que c'est la première branche qui a été activée. Ensuite, lorsque je fais un point virgule, ça veut dire qu'il a élagué ça, donc on a détruit cette branche-ci. Il nous reste uniquement cette branche-là. Or, lorsque je lui demande nombre pair, encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il me recrée deux nouvelles branches. Donc, ce nombre pair de x2 a généré deux nouvelles branches. Donc, nombre pair de x2 dans un premier cas sera égal à 0, qui est là. Et x devient x2 plus 2. Or, x2, c'est 0. Donc, 0 plus 2, ça me donne 2. Donc, le prochain que je génère, c'est 2. 2 qui se trouve ici, qui est ma prochaine variable. Or, lorsque je génère 2, ben, ça veut simplement dire que lorsque j'étais un nombre pair de x2 ici, j'avais uniquement activé cette branche-là. Or, j'ai terminé avec cette branche-ci. Il prend le 0 où? En fait, il prend le 0 dans la définition, la première définition. N'oubliez pas que voici la définition que j'ai dans ma base de connaissances. Donc, lorsque je fais nombre de x, ben, il va remplacer x par 0. C'est un peu comme je vous ai montré tantôt avec le A de 1, A de 2, A de 3. Je vais dire après le point virgule. Je ne comprends pas la question. Vous parlez d'ici? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'au départ, OK, je vais juste supprimer ça, mais je vais revenir là-dessus. Lorsque je fais ça,
commande K, je make. Lorsque je fais nombre pair de X, ben, par pattern matching, il va aller matcher X avec le 0 qui est ici, puis me retourner. Je l'écris toujours mal. Donc, par pattern matching, il va se coller avec le 0 ici. Donc, c'est juste un pattern matching. Par contre, si je le fais nombre de X de 2, il va échouer parce que je ne lui ai pas dit que 2, c'est un chiffre pair. Donc, c'est grâce à la règle que j'écris qui sait que 2, c'est un chiffre pair. C'est un nombre pair ou chiffre pair. Donc, il trouve le 0 à partir de cette définition-là. Si, comme il soustrait en 2 à chaque fois jusqu'à trouver 0 et retourne le trou. Non, il ne fait pas une soustraction, il fait une addition. Donc, à chaque fois, il additionne avec la dernière valeur trouvée. Donc, ici, il va faire... Pardon. Donc, ici, il va faire nombre de x égale à 0, puisqu'il va activer cette branche-là. Et lorsqu'il active, il trouve x égale à 0, ce qu'il va faire, c'est 0 plus 2, ce qui va donner 2. Et ensuite, après qu'il ait activé cette branche-là, il va passer à la prochaine. Or, la prochaine, ce qu'il va lui donner, ça sera 2 ici, parce qu'on aura trouvé nombre de x égale à 0. Et lorsque j'ai 2, ben, à ce moment, je vais faire 2 plus 2, ça va faire 4. Donc, là, ça sera 2, puis j'obtiendrai 4. En fait, c'est comme une addition. C'est comme ce que je vous ai montré tantôt. Il se construit une pile, puis il ramasse les résultats, puis il les additionne à chaque fois de plus 2, plus 2, plus 2. Donc, il incrémente automatiquement la nouvelle valeur qu'il trouve. Je ne sais pas si ça répond à la question. L'idée qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque ça c'est comme mon cas de base, c'est comme ma valeur initiale. C'est la valeur à partir de laquelle je commence à incrémenter. Donc, à chaque fois que j'appelle nombre pair, il va commencer par 0. Et à chaque fois que je fais point virgule, il va faire 0 plus 2, ensuite 2 plus 2, ensuite 4 plus 2, ensuite 6 plus 2, jusqu'à ce que l'utilisateur s'arrête, point. Là, il va s'arrêter. Donc, ça, c'est nombre pair. J'espère que ça va. Donc, normalement, ça va s'arrêter bientôt. Juste avant de se séparer, vous rappelez que la séance prochaine va porter sur des exercices que j'aurais préparés pour des exercices qui vont ressembler à l'examen final. Donc, c'est une séance dont je vous conseille d'assister. Puis, on va faire aussi un ancien examen qui se rapproche un peu de votre examen final. Et normalement, d'ici là, j'aurai composé l'examen final. Donc, je pourrais mieux répondre à vos questions concernant l'examen final parce que pour l'instant, je n'ai pas encore complété, je ne l'ai pas encore composé à 100%. Et pour le TP1, il me reste quelques TP, donc vous l'aurez encore une fois le plus tôt possible. Je vais le terminer. Dès que je termine, de toute façon, je vous fais un courriel par rapport à ça. Puis, vous aurez vos notes. Mais sinon, en général, les notes sont bonnes. Donc, vous n'avez pas à vous en faire avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Normalement, ça, c'est la dernière séance de laboratoire. Puis, pour ceux qui ont des questions, venez sur Slack. Je réponds assez rapidement sur Slack. Donc, je pourrais répondre à vos questions. Pense à nous lorsque tu composes l'examen. Petite demande, vu que la session finit le 26, peut-on mettre la remise du TP au 26? Je l'avais mis quand exactement? Je ne me souviens plus. Le 22, le 24. OK, tout le monde a une date. Laissez-moi rapidement voir. Je l'avais mis quand déjà? En fait, il est en tête. Je l'avais spécifié. Le 24. OK, vous demandez le 26. Le 26, c'est... Je vais juste rapidement voir le calendrier. 24, c'était vendredi. 26, dimanche. OK, ben, je vais le modifier. Je repousse au 26. Ça ne me dérange pas. C'est juste que ça repousse le temps que vous allez recevoir vos notes, c'est tout.
Donc, je vais le modifier sur l'énoncé. Donc, OK, c'est bon pour le 26. TP à 2%. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de seuil sur les TP. Donc, si vous avez bien travaillé sur les TP1, vous pouvez probablement, même si vous avez 0 sur TP2, ça ne dérangera pas. Il faudrait juste que votre note totale donne 50 sur 100, c'est tout. Donc, il n'y a pas de double seuil. Vous pouvez avoir même 0 en TP2 puis réussir le cours. OK. Bon, si vous n'avez pas de questions, ce sera bon pour aujourd'hui. Je vais essayer d'arranger le 40 minutes là. J'ai aucune idée, mais je vais essayer de voir comment est-ce que je peux résoudre ce problème. OK, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se voit au lundi prochain. Oui, je suis avec le Zoom de l'UQAM. OK, bonne soirée, merci. N'oubliez pas vos questions de me les poser sur Slack.